Bonjour à tous, merci encore une fois d'être au rendez-vous. Nous avons l'immense honneur aujourd'hui de recevoir le professeur Moussa Lo, recteur de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, ici même à Diamniadio pour la première fois. Monsieur le recteur, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Bonjour Ousmane, bienvenue. Merci infiniment. Merci également à toute l'équipe pour la coordination de cette interview et l'accueil informaticien de formation, membre de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, président du conseil scientifique et académique du campus franco-sénégalais, président du jury de la deuxième édition du Grand Prix du président de la République pour l'innovation, entre autres bien sûr, parmi vos nombreuses casquettes. Vous avez participé à la formation de centaines d'Africains à travers le continent. Dans cette interview, en 25 minutes, nous reviendrons sur la nouvelle identité déjà de l'université virtuelle du Sénégal qui s'appelle désormais l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. On reviendra sur l'offre de formation dans un contexte où le Sénégal a fini de valider, d'élaborer ses stratégies IA et données. Et puis nous parlerons également d'autres questions. Mais comme l'actualité nous y amène malheureusement, nous venons de perdre un illustre africain, Alassane Dialy Ndiaye, premier africain à se spécialiser dans les télécommunications spatiales, membre d'ailleurs de l'Académie nationale des sciences du Sénégal. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de lui rapidement? Oui, c'est une triste nouvelle de perdre une personnalité de la trempe d'Alassane Dialy Ndiaye. Et donc je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances et celles de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane à sa famille et aux membres de l'Académie des sciences nationale des sciences et techniques du Sénégal, mais aussi à toute la communauté, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour le secteur des télécommunications. Je pense que c'est un des membres fondateurs des télécoms au Sénégal, donc c'est une grosse perte pour le Sénégal et pour l'Afrique. Et moi, j'ai eu peut-être la chance de le retrouver à l'Académie. C'est un de mes anciens, dans la même section fondamentale, appliquée et innovation. Je n'ai pas eu la chance de le connaître comme j'aurais bien aimé le faire. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est une triste nouvelle et nous regrettons sa perte. Merci, que Dieu l'accueille au paradis. Alassane Dialy Ndiaye, fondateur et premier directeur général de ce qui ne s'appelait pas à l'époque Sonatel. On parlait de Télé Sénégal. On se souviendra notamment de la lettre ouverte qu'il avait co-signée avec Maram Kairé pour interpeller la direction générale de Sonatel sur le sort à réserver à la station terrienne de Gandoul, qui est également un autre moment d'histoire pour les télécommunications au Sénégal et en Afrique plus généralement. Moussa Lo, recteur de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, est donc notre invité aujourd'hui. Après avoir évoqué l'actualité, j'aimerais bien que l'on en vienne maintenant à la nouvelle appellation, Université numérique Cheikh Hamidou Kane. Est-ce que depuis, c'est rentré maintenant dans les habitudes? Bon, c'est vrai, ça fait 1 an que ça a été fait, ce changement-là. 1 an, et c'était 10 ans après la création de l'Université virtuelle du Sénégal. Et évidemment, l'Université virtuelle du Sénégal, quand même, les gens ont commencé à s'y habituer. Et UVS particulièrement, c'est un sigle qui aujourd'hui, en tout cas, est ancré dans les mémoires. Mais comme vous pouvez le constater aujourd'hui, je pense que les uns et les autres ont compris qu'il y a eu un changement de nom. Et au mois de février, au mois de mars 2022, on avait lancé la nouvelle identité lors de la célébration de la Journée internationale de la femme. Et depuis lors, effectivement, la communauté s'est habituée à cette nouvelle identité basée sur donc, la nouvelle appellation Université numérique Cheikh Hamidou Kane. C'est une situation qui arrive rarement dans la vie, même si on change de nom souvent. Mais ça implique quoi, monsieur le recteur, quand on change de nom? Est-ce que ça veut dire qu'on va revoir tous les écrits, on va effacer, on va refaire? Donc ça veut dire qu'on refera peut-être le tour du pays, le tour des documents. Ça implique quoi en termes d'adaptation? Bon, au-delà de l'adaptation de la communauté, donc les membres de la communauté par rapport à la nouvelle appellation, c'est effectivement sur tous les actes qu'il faut changer. Les cachets, les en-têtes des documents, tout. Voilà. L'enseigne, l'enseigne, avant voilà. tout, oui. L'enseigne, évidemment, et tout
toute la communication, en fait, tous les documents, les supports de communication, il faut tout changer. Donc aujourd'hui, c'est un travail qui a démarré depuis l'année dernière et qu'on n'a pas encore bouclé. Parce qu'il faut aller, vous avez remarqué que dans les Zeno, il y a déjà l'ancienne enseigne qui était là, UVS. Et aujourd'hui, dans tous nos bâtiments, tous nos sites, on doit changer les enseignes. Et ça, c'est un travail qui se fera progressivement jusqu'à ce qu'on puisse enlever partout où il y avait UVS dans nos habitudes et dans nos pratiques. Ce qui est sûr, c'est que le parent en vaut bien la peine, bien entendu, Cheikh Hamidou Kane, auteur de L'Aventure ambiguë, mais pas que. Est-ce qu'il est venu vous voir ici à Diamniadio? C'est nous qui sommes allés le voir. Juste lorsque le décret a été signé par le président de la République, nous sommes déplacés, le rencontrer dans sa villa, et il nous a reçus avec sa famille. Il était très très content, et ça nous a permis aussi de découvrir, en tout cas découvrir la personne, d'échanger avec lui, et depuis lors nous sommes en contact avec sa famille et avec lui-même. Voilà. Et en tout cas, nous sommes fiers d'avoir un parrain comme Cheikh Hamidou Kane. Très bien. On vous avait déjà reçu il y a quelques années, mais avec le digital, évidemment, ça évolue très rapidement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, notamment en termes de nombre d'étudiants? J'imagine que ça a évolué depuis au-delà des 55 000 de l'époque. Oui, alors au mois de décembre, on était à un peu moins de 53 000 étudiants. En décembre, avant l'orientation des nouveaux bacheliers. Et de cette année, on a reçu cette année un peu plus de 21 000 bacheliers. Donc ce qui fait évidemment que là, on va passer à près de 70 000 étudiants. Et il faut noter que dans ces effectifs-là, nous avons 56% de filles et 44% de ces effectifs sont dans le pôle sciences, technologies et numérique. Voilà, donc ce qui veut dire que nos étudiants sont plus orientés dans les métiers du numérique qu'autre chose. Conformément d'ailleurs à l'appellation de l'université, qui est l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, à côté du nombre d'étudiants, il y a évidemment les conditions de travail. Ça n'est pas très évident. On a connu 2 restrictions d'Internet dernièrement, mais on y reviendra plus tard. Pour ce qui est des conditions de travail, le matériel notamment au bénéfice des étudiants, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire avec cette année 2023-2024? Oui, alors pour cette année, donc comme j'ai dit, nous avons reçu 21 700 à peu près nouveaux bacheliers. Et il faut noter que nous, dans notre processus d'apprentissage, il y a une phase d'accueil des nouveaux bacheliers qui se fait dans les Zeno pour leur permettre de s'adapter au nouvel environnement d'apprentissage en ligne. Et pour cela, nous avons développé un certain nombre d'outils qui sont des services en ligne pour leur faciliter déjà en tout cas faciliter l'organisation de leur parcours. La première étape, c'est d'abord avoir accès à une plateforme de préinscription. Donc une fois que le bachelier est orienté, il a validé son inscription via Campusen, qu'il est visible dans nos plateformes. La plateforme de préinscription lui permet de faire une préinscription en ligne. Donc, et il prend ensuite un rendez-vous. Là aussi, il y a une plateforme de prise de rendez-vous qui lui permet de venir à l'ENO à l'heure qui lui est indiquée, le jour et date qui lui est indiquée, pour lui permettre de finaliser son inscription. C'est en ce moment-là qu'il va recevoir ses documents administratifs, donc carte d'étudiant, certificat d'inscription, mais aussi son adresse mail, ses points les identifiants de connexion. Voilà. Et lorsqu'il a fini cette étape-là, donc il de se déplacer dans l'ENO pour recevoir tous ces documents-là, finaliser son inscription. Maintenant, on l'inscrit dans un groupe pour suivre les cours d'initiation, ce qu'on appelle les cours transversaux, qui sont des cours en fait qui lui permettent de suivre, de s'adapter à ce nouvel environnement-là. Donc c'est à peu près 20 heures de cours par étudiant.
Et c'est des cours de leadership, développement personnel, c'est des cours d'initiation à l'informatique, d'initiation à la plateforme de formation. Et c'est lorsqu'il a terminé ces cours-là qu'on lui donne le nombre, en tout cas les outils de travail. Voilà, donc pour les outils de travail, donc c'est l'ordinateur et un modem et pour avoir la connexion, la connexion internet mobile. À la date du jour, nous sommes à donc 15 683 étudiants éligibles. On est obligé de s'organiser pour éviter les rushs. Voilà, donc généralement les Zeno distribuent entre 100 et 150 ordinateurs par jour. Et ça, évidemment, ça se fait en utilisant une plateforme de prise de rendez-vous. Moussa Lo, recteur de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, est notre invité. Parlant de tous ces outils, les ordinateurs, les écrans, les clés USB, c'est un budget de combien à peu près? De combien de milliards, hein, a-t-on envie de dire? Bon, il faut faire la part des choses parce qu'en fait, il y a le budget de fonctionnement de l'institution. Généralement. Qui aujourd'hui, le budget de fonctionnement de l'institution qui est, cette année, la subvention de l'État en tout cas est de 8 milliards. Mais à côté, il y a effectivement ces équipements. Parce que si vous faites ne serait-ce que 20 000 ordinateurs, vous multipliez par le coût d'un ordinateur, vous voyez un peu ce que ça fait comme budget. La connexion, c'est 2 000 francs par étudiant que l'État paye. Donc voilà, donc ça vous donne un peu une idée de ce que ça coûte. Mais ce qu'il faut noter après tout, c'est que l'étudiant de l'UNCHK coûte 3 à 5 fois moins cher que l'étudiant d'une autre université publique. À cause du fait que, à part ces outils de travail qu'on leur donne, ils n'ont pas accès aux œuvres sociales. Ni à l'hébergement, ni à la restauration. Et en fait, c'est ça qui coûte cher en réalité, les œuvres sociales. Parce que même la prise en charge médicale, ils n'ont pas accès. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on les a accompagnés pour mettre en place une mutuelle de santé qui aujourd'hui, avec une cotisation annuelle de 5 000 francs, ils ont accès, qui fonctionne, ils ont accès à 80% de prise en charge au niveau des structures hospitalières. C'est-à-dire la mutuelle aujourd'hui a contracté dans toutes les localités où il y a un ENO avec une structure hospitalière et avec au moins une pharmacie pour permettre aux étudiants qui sont dans la zone de pouvoir avoir accès à une prise en charge médicale de 80%, moyennant 5 000 francs d'abonnement annuel. Voilà, donc sur le plan budgétaire, je pense que notre modèle économique est quand même très rentable par rapport à une université physique. Bon, c'est tout à fait normal. Maintenant, ça demande en amont, par contre, un investissement important en amont. Ici, il y a beaucoup d'investissements que nous avons faits. Je ne sais pas si vous aurez l'occasion... Au-delà des Zeno? Au-delà des Zeno, en termes de... Par exemple, parce que nous avons depuis quelques années fait le choix d'avoir toutes nos plateformes de formation hébergées au niveau national. Nous avons investi dans un data center ici, qui est ici au niveau du siège de Diamniadio. Et nous avons aussi une réplication au niveau de CENUM SA au Technopole. Oui, avec le data center de CENUM SA ou bien? Oui, alors nous avons... Pourquoi avoir fait le choix d'un autre data center? Parce qu'en fait, au moment où on avait commencé déjà cette acquisition-là, le data center de CENUM n'était pas encore opérationnel. Mais CENUM reste un de nos partenaires privilégiés, évidemment. Et comme j'ai dit, la réplication de nos serveurs se trouve au niveau de CENUM. Est-ce qu'on peut dire que l'université numérique équivaut à la somme de ces Zeno? Autrement dit, est-ce qu'il n'y a d'université numérique que les Zeno ou il y a autre chose que l'on ne connaît pas? Oui, les Zeno constituent un maillon essentiel dans le dispositif. Parce qu'il y a les Zeno qui sont, en tout cas, les espaces de socialisation des étudiants. C'est les espaces où les étudiants aussi mènent leurs activités pédagogiques. Il y a les cours transversaux, il y a aussi les évaluations, entre autres. Et les Zeno sont aussi pour nous aussi un moyen d'être au service des communautés dans lesquelles nous sommes implantés. Mais au-delà des Zeno, évidemment, il y a les plateformes de formation qui sont virtuelles parce qu'elles ne sont pas visibles. Il faut que ça réponde quand même à l'appellation de numérique, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Donc, mais à côté de ces plateformes de formation, il y a quand même, derrière, il y a des personnes.
Il y a beaucoup de personnes qui travaillent. Il y a des enseignants-chercheurs, il y a des personnes administratives techniques et de services. Et quand je parle des personnes, les personnes d'encadrement, il y a beaucoup de catégories. Il y a les enseignants permanents, il y a des enseignants associés, il y a les tuteurs, il y a les surveillants, il y a... Voilà, donc il ne faut pas oublier aussi qu'on pense que c'est une université numérique, donc il n'y a personne. Mais derrière, déjà, il y a toute une vie. toute une vie, Oui. il y a toute une vie, il y a tout un ensemble de personnes qui travaillent derrière pour pouvoir mettre à disposition ces plateformes-là, mais aussi ces services. Et dans les ENO aussi, il y a un personnel minimum, effectivement, qui est là pour assurer aussi le... Et parlant des ENO, les espaces numériques ouverts, on fait un petit coucou, Ibrahima et Samba, l'équipe technique, à l'administratrice de l'ENO de Podor qui nous a reçus dans le cadre d'une tournée organisée afin de mieux saisir l'impact du numérique dans les zones frontalières, notamment Moussa Lo, recteur de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, est notre invité aujourd'hui. On va parler à présent de l'offre de formation. Globalement, on sait à peu près ce à quoi ça ressemble, mais j'aimerais qu'on mette l'accent plutôt sur l'IA, l'intelligence artificielle. Dernièrement, un de vos cadres, le professeur Seydina Moussa Ndiaye, a été choisi pour faire partie, n'est-ce pas, de l'organe consultatif mis en place par l'ONU pour réfléchir aux opportunités, mais également aux conséquences, au sens néfaste du terme, de l'intelligence artificielle. Chez vous, où est-ce que vous en êtes côté offre de formation par rapport à l'IA? L'offre de formation en IA se trouve dans ce qu'on appelle notre offre de formation en sciences et technologies émergentes. C'est des formations, donc nous avons par exemple une licence en robotique. Nous avons un master en intelligence artificielle, en big data analytics, mais aussi tout ce qui a trait à la modélisation, à la simulation numérique. Et ce sont des parcours de formation qui sont ouverts aussi bien à nos étudiants qui ont la licence chez nous, mais aussi à tout étudiant qui a la licence ailleurs. Et il ne faut pas aussi oublier le certificat en intelligence artificielle qui a été mis en place dans le cadre du programme Forcen et qui est un certificat, parce qu'il y a un certificat grand public qui permet vraiment à n'importe qui de pouvoir connaître les b.a.-ba de l'intelligence artificielle, et aussi un certificat beaucoup plus avancé qui permet à quelqu'un de se renforcer en tout cas en termes d'intelligence artificielle. Et quelle va être, ou quelle sera la contribution du monde académique à la stratégie IA du Sénégal? Je sais qu'il y a le professeur Seydina Ndiaye, il y a d'autres acteurs qui sont mobilisés. Selon vous, aujourd'hui, comment l'université numérique pourrait aider à une meilleure appropriation de cette stratégie IA? Déjà, nous avons été invités à participer à l'élaboration de cette stratégie. Nous en remercions justement le ministère en charge de l'économie numérique, notamment la directrice des TI, Aïssatou, qui est membre de notre conseil d'administration, parce qu'elle représente le ministère de l'économie numérique dans notre conseil d'administration. Et donc, nous avons eu cette chance-là de pouvoir participer à cette élaboration. Je pense que le monde académique a son rôle à jouer. Parce que l'IA, c'est un domaine qui évolue très, très vite. Et non seulement il faut être capable d'innover, mais il faut aussi être capable d'anticiper sur le futur. Et je pense que c'est là où le monde académique a d'abord un rôle à jouer, mais c'est aussi dans le cadre de la formation. Parce que quand on dit l'IA, ça veut dire on dit nouveaux métiers. On disrupte. Voilà, il y a besoin de former énormément de monde dans le domaine pour pouvoir prendre en charge les préoccupations liées à l'intelligence artificielle et à son développement. Et à ce niveau-là aussi, je crois qu'aujourd'hui, on peut se réjouir du développement de l'offre de formation au niveau national. Aujourd'hui, vous allez dans toutes les universités du Sénégal, que ce soit même dans le public ou dans le privé, vous allez trouver une offre dédiée à l'IA qui se développe de plus en plus. Maintenant, après, il faut effectivement qu'on soit vigilant pour ne pas aussi que la formation qu'on est en train de faire dans le domaine de l'IA soit une formation au rabais. Qu'on forme aussi bien pour le Sénégal que pour l'étranger. Parce que c'est un domaine
aujourd'hui qui est transversale, mais qui est aussi demandée un peu partout dans le monde. Il ne faudrait pas que nos compétences soient limitées au marché national, mais qu'on vise aussi à les exporter. Très bien, et parlant d'IA, d'intelligence artificielle, on rappelle que le président de la République, Macky Sall, a annoncé dernièrement une importante dotation budgétaire à l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal pour encore une fois développer davantage cette intelligence artificielle sur laquelle l'Afrique compte beaucoup énormément. Juste deux questions rapides, professeur Moussalo, avant la fin de cette interview. C'est d'abord, on en revient aux restrictions. Pour une université numérique, Cheikh Hamidou Kane, on imagine que l'impact est réel quand on prend des décisions comme ça. Oui, la restriction des données mobiles, évidemment, c'est une restriction qui nous impacte forcément, puisque nos étudiants, ils ont comme outil de travail, en plus de l'ordinateur, une connexion données mobiles qui est fournie par les opérateurs de télécommunications. Donc, quand il y a une restriction, ils n'ont pas la possibilité de se servir de ce forfait-là qu'on leur donne. Et ça impacte particulièrement les sessions de tutorat en synchrone qui se font régulièrement. Parce que même nos tuteurs, hein, souvent c'est les données mobiles qu'ils utilisent aussi pour animer les séances de tutorat. Mais c'est aussi les évaluations en ligne, parce que nous avons aussi beaucoup d'étudiants qui ne se déplacent plus dans les zones pour faire leurs évaluations, mais qui restent chez eux. Là aussi, s'il y a des restrictions, ça perturbe. Donc globalement, ça perturbe le calendrier académique. En tout cas, nous espérons que c'est des passages. C'est derrière nous. C'est derrière nous, ce que nous espérons. Mais quand ça arrive, il n'y a pas d'alternative. Non. L'alternative, en fait, c'est de demander aux étudiants de se déplacer dans les zones. Parce que dans les zones, il y a l'Internet fixe au débit. Donc là, en les appelant, pas en envoyant un message sur WhatsApp, j'imagine, en période de coupure. En fait, même quand ils doivent se déplacer dans les zones, la difficulté, c'est que souvent, pendant ces périodes-là, qui sont liées à des périodes d'agitation socio-politique, nous, les zones sont souvent fermés. Parce que, voilà, quand il y a pour protéger l'infrastructure, mais aussi pour protéger les personnes, que ce soit les étudiants, les personnels, souvent on prend la décision de fermer momentanément les nous. Et donc, ce qui fait que même cette alternative-là, elle ne fonctionne pas. Néanmoins, nos équipes travaillent toujours pour voir quelles sont les solutions palliatives lorsque des situations comme ça arrivent. C'est vrai qu'on n'a pas été forcément préparé à ce type de situation, mais c'est des situations peut-être qu'il faut envisager à l'avenir. On ne sait jamais ce qui va se passer. Très bien, mais quand des situations comme ça arrivent, que personne ne souhaite bien évidemment, est-ce qu'il y a un rapport au niveau de tous les ENO, de tous les espaces numériques ouverts, pour un suivi? Vous donnez par exemple l'exemple des évaluations. Est-ce que quand ça arrive, il y a un rapport d'abord, il y a des décisions qui sont prises après, peut-être en termes de rattrapage? Oui, évidemment. Alors, en fait, il y a un suivi régulier qui se fait, que ce soit pour les séances en ligne, les tutorats par exemple, il y a des suivis, il y a des personnes qui sont dédiées à ça. Au niveau des pôles de formation, il y a par exemple un service qui s'appelle carrément un service lié au tutorat qui assure le suivi. Mais de la même façon aussi, pour les évaluations, il y a un service dédié à l'organisation des évaluations. Et dans chaque ENO, il y a un service qui s'occupe de tout ce qui est formation et scolarité. Et ce service-là, il y a une personne qui est pratiquement dédiée à l'organisation des évaluations au niveau de l'ENO. Donc, qui fait régulièrement des rapports au niveau central. Et ça nous permet évidemment de pouvoir prendre en charge les préoccupations des uns et des autres. Mais vous pouvez imaginer que quand nous sommes sur une quinzaine d'ENO, donc là aujourd'hui 17 ENO, les situations ne sont pas toujours les mêmes. Parce que nous avons des ENO dans le sud, dans le nord, dans le centre, un peu partout. Maintenant, après, il faut prendre la bonne décision en fonction de ce qui se passe à Linguère ou à Podor ou à Bignona. L'université numérique change de nom, mais l'UVS reste une marque. Dernièrement, vous avez été récompensé par l'UNESCO, notamment pour le modèle de l'apprentissage mis en avant. Ce modèle, on en parle rapidement, on connaît un peu à quoi ça ressemble. Mais pourquoi est-ce que c'est, disons, si particulièrement salué à l'étranger, notamment par des structures spécialisées dans l'UNESCO? Je pense que nous avons réussi à développer un modèle qui est quand même assez particulier. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, l'enseignement à distance a été... c'est pas une nouveauté.
dans le monde ni au Sénégal. Ça existe depuis des années. Mais ce que l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, ex-Université virtuelle du Sénégal, a réussi à faire, c'est de développer un modèle d'apprentissage en ligne de masse, tout en essayant de maintenir la qualité. Et en évitant les bugs aussi, c'est important. Oui. Évidemment. Et au départ, l'enseignement à distance était réservé à des cibles qui sont d'âge mûr, des professionnels, des gens qui ont déjà l'expérience, en tout cas, de l'université. Ici, on s'adresse à des nouveaux bacheliers qui ne connaissent pas l'université et qui, en même temps aussi, sont dans des environnements parfois inadaptés, hostiles à ce modèle d'apprentissage. Donc, il a fallu beaucoup d'innovation pour s'adapter à cela. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça qui aujourd'hui est salué dans le monde. Et l'ENO fait partie de cette innovation-là, parce que c'est l'ENO qui permet justement à l'étudiant de ne pas avoir cette rupture qu'on pouvait avoir si, par exemple, le modèle était entièrement virtuel. Et est-ce qu'on peut imaginer justement un modèle entièrement virtuel? Oui, tout à fait, on peut l'envisager, d'autant plus que nous avons des étudiants aujourd'hui qui ne se déplacent jamais dans les ENO. Moi, je prends l'exemple des... C'est pas obligatoire d'aller dans les ENO? Non, en tout cas, un étudiant en formation continue, par exemple, c'est pas obligatoire. Un étudiant en formation initiale, à partir du moment où il a fini ses cours transversaux d'initiation en première année, on l'encourage même à rester chez lui. À partir du moment où il reçoit son ordinateur et sa connexion, même ses évaluations, il peut les faire en ligne, à partir de chez lui, selon un dispositif dédié qui est sécurisé et tout. Donc, à partir de ce moment, l'étudiant n'est plus obligé de venir à l'ENO. Et tout le reste, il peut l'avoir à partir des services en ligne. Donc, c'est un modèle qui encourage aussi bien au départ l'étudiant à venir à l'ENO pour s'adapter, mais au fur et à mesure, il peut prendre du recul et prendre la distance et être carrément en virtuel. Merci beaucoup, professeur Moussa Lo. C'est moi, merci à vous. Professeur Moussa Lo était notre invité pour ce numéro spécial réalisé ici à Diamniadio, informaticien de formation, recteur de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, membre de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, entre autres de ses nombreuses casquettes. Merci infiniment pour la fidélité, la constance et l'attention. Merci à vous, très chers amis, pour la constance également, c'est important. L'exigence, ça nous fait grandir. On vous donne rendez-vous très vite pour la suite de nos émissions. À très vite et merci beaucoup.